Bonjour Olivier Babot. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre sur ce plateau. Économiste, président de l'Institut Sapiens. Il n'y a pas de surinterprétation à faire. C'est ce que dit en tout cas Maud Bréjon. Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, en réaction à ce tweet du ministre de la fonction publique, Guillaume Kasbarian, tweet rédigé un petit peu plus tôt dans la matinée hier, dans lequel il affirme, voici, j'ai hâte de partager les bonnes pratiques pour réduire l'excès de bureaucratie, la paperasse, pour repenser les organisations publiques au bénéfice de l'efficacité des fonctionnaires. Est-ce que vous comprenez, Olivier Babot, la polémique que ces propos ont suscité en France ? Oui, parce que d'habitude, la réforme de l'État, on pourrait dire, est censée être une idée d'avenir, mais une idée d'avenir qui est censée le rester pour toujours. Un sujet qui fait plutôt l'unanimité ? L'unanimité, c'est plutôt une forme de statu quo en pratique, parce que des réformes vraiment ambitieuses, en réalité, on en a à peine les idées, en fait. Même les idées ne sont pas là, même le projet. On a du mal à la mettre en œuvre, cette réforme. Exactement. Le fait que le ministre de la transformation publique, ou de la réforme publique, ou de la simplification, Kasbarian en l'occurrence, réagisse à ce qui paraît pour nous, en tout cas pour certains, pas pour moi personnellement, mais pour nous en France, quelque chose d'absolument incroyable, quasiment du domaine de la fiction. On lirait ça dans un roman, Elon Musk qui prend la tête de la réforme de l'État aux États-Unis. On n'y croirait pas. Le fait que la France réagisse, tout d'un coup, on a l'impression que nous-mêmes on fait irruption dans quelque chose qui est un petit peu incertain et qui nous fait peur. Parce que la réalité, c'est que pour beaucoup de gens, ce qui se passe aux États-Unis nous fait un peu peur, nous fascine, peut-être dans le double sens du mot fascination. C'est-à-dire qu'on est à la fois on a envie de regarder, on est totalement dans l'attente de ce qui va se passer, et en même temps on est un peu terrorisé, un peu effrayé. Par évidemment les personnalités pour le moins disruptives, en tout cas d'Elon Musk. Pourquoi il fait ça, Guillaume Kasbarian ? Pourquoi est-ce qu'il a réagi comme cela, selon vous ? Je crois que Guillaume, c'est de la provocation. Alors il y a un peu de provoque, mais c'est pas nécessairement quelqu'un qui va beaucoup réfléchir au sens où il va essayer de faire de la communication ciselée. C'est depuis le moment où il était ministre du Logement, on a vu qu'il a fait quand même passer des choses importantes sur la loi anti-squat, par exemple. C'est un ministre courageux, c'est un ministre qui ne cache pas ses convictions libérales. Pas libertarienne, mais libérale, vraiment. Et donc c'est un ministre qui, dans cette fonction assez quasiment à contre-emploi, un ministre de la fonction publique en général, c'est quelqu'un qui vient arrondir les angles, c'est quelqu'un qui vient mettre beaucoup de crème, qui vient discuter avec les syndicats et puis essayer d'éviter que ça se passe trop mal. Là, lui, il arrive comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, c'est son style, il l'assume. Moi je trouve ça assez enthousiasmant. Et précisément, vous évoquez son côté libertarien, c'est pas vous que ça va choquer. Est-ce que sur libéral, le fond, peut-être plus. Libéral, pardon. Oui. Est-ce que sur le fond, il a raison d'affirmer vouloir s'inspirer des méthodes d'Elon Musk, dont on sait qu'elles sont contestées outre-Atlantique ? D'abord, on va attendre de voir ce que va faire Elon Musk, parce que c'est quand même, pour l'instant, assez mystérieux, même si on peut être sûr qu'il n'est pas venu uniquement pour faire tapisserie. C'était pas tout à fait l'habitude de Musk. Mais enfin, on attend quand même de voir. C'est pas tout à fait la même chose. L'État, une administration, et puis une entreprise dont vous êtes le propriétaire. C'est quand même assez différent. Très intéressant d'imaginer que quelqu'un qui veut réformer la fonction publique puisse essayer de prendre des meilleures pratiques, prendre des idées là-dedans. Ça veut dire qu'on est là dans des réformes qui ne seraient pas du tout des réformes de surface, qui seraient des réformes extrêmement profondes, de remise en cause du fonctionnement de l'État, bien sûr pour aller dans le sens d'une plus grande efficacité. Je crois qu'on ne peut que signer dès demain. Qui aujourd'hui peut penser que l'État va bien, que l'État se porte bien, que tout est optimal, que le consommateur, le citoyen en a pour son argent, le contribuable citoyen en a pour son argent. Qui peut imaginer qu'il n'y a pas des profonds changements à faire ? On a une fonction publique territoriale qui, depuis les années 90, en 30 ans, a augmenté de 44%, alors qu'on n'a pas tout à fait l'impression que les services publics sont plus présents, mieux représentés et qu'on est mieux administrés. Il y a un problème dans le fonctionnement de l'État, c'est quand même bien qu'on ait enfin un ministre qui ait l'impression d'avoir envie de faire quelque chose. Alors maintenant, peut-il politiquement, dans un gouvernement dont on sait qu'il est structurellement relativement affaibli dans sa capacité à faire passer les idées, ça sera autre chose. Que vous inspire ce rôle joué par Elon Musk dans la campagne de Donald Trump, dans la future administration Trump ? On connaissait l'industriel, l'homme d'affaires à succès, et aujourd'hui on va donc découvrir l'homme politique.
Qu'est-ce qui l'a poussé à investir le champ politique, selon vous ? Elon Musk, c'est vraiment le capitaine d'industrie le plus fascinant de ces 100 dernières années, peut-être encore plus. Et il n'a pas fini sa carrière, puisqu'il est relativement jeune. Déjà, il a un bilan assez incroyable. Quand Elon Musk arrivait quelque part, au début, les gens riaient de ses prétentions. Aujourd'hui, plus personne ne rit. Personne ne rit parce qu'il a prouvé qu'il arrivait à faire advenir, par exemple dans le spatial. Par exemple, c'est moins connu avec Starlink dans les communications, les télécoms. Aujourd'hui, il est en train de développer le plus grand réseau mondial de satellites, loin devant tout le monde, avec une capacité derrière à faire fonctionner des robots, faire fonctionner des voitures autonomes que nous aurons tous et que nous achèterons tous demain. En tout cas, c'est son ambition. Avec une réussite indéniable, mais comme vous le disiez, on ne peut pas diriger, gouverner, ce ne sera pas lui à la tête, mais enfin réformer en tout cas l'administration comme on réforme une entreprise comme Starlink ou comme il l'a fait avec Twitter. Ce sera vraiment complètement autre chose. Je suis vraiment vraiment intéressé de voir. Alors, on ne parle que de l'administration fédérale. Il faut savoir que les États-Unis, comme le nom l'indique, ce sont des États qui sont unis. Donc, il y a quand même des États. C'est pas du tout l'équivalent de nos régions qui sont très très dépendantes avec une centralisation extrêmement forte. Il y a les États gardent une forme d'indépendance. Là, on est vraiment dans la réforme du système fédéral. Il y a deux choses qui sont visées en fait dans la réforme à venir aux États-Unis. Il y a ce qu'ils appellent d'abord l'État profond. L'État profond, ce serait ces hauts fonctionnaires qui, derrière l'action politique, vont quand même diriger de façon clandestine et vont empêcher les politiques de prendre les décisions qu'ils veulent prendre. C'est ça l'idée de l'État profond. Et la deuxième chose, évidemment, c'est l'inefficacité, c'est le gras, c'est les gens qui sont inutiles, c'est la complexité. Et puis il y a un troisième agenda. L'arrivée d'Elon Musk, c'est l'arrivée du transhumanisme, en fait. C'est la prise de pouvoir, en tout cas la prise de capacité de négociation, la prise d'influence, le gain en influence du camp transhumaniste, voire post-humaniste. Les transhumanistes sont les gens qui estiment qu'il faut faire évoluer l'être humain par une forme d'hybridation avec la robotique, avec l'électronique. C'est ce qu'il a commencé à faire, comme vous le savez, avec les implants Neuralink, qui sont déjà implantés sur certains humains. Il y a un risque de conflit d'intérêt malgré tout ? Il y a un risque immense de conflit d'intérêt, d'ailleurs, de façon totalement débridée. D'ailleurs, tous les risques éthiques, tous les risques de conflit d'intérêt, là, il y en a pas, c'est pas seulement pour Elon Musk, d'ailleurs, mais sont assumés avec une ouverture qui est assez stupéfiante. Ça vous surprend encore pas, plus vu de l'Europe. Alors, non, dans le sens où on comprend bien que cette victoire assez écrasante, en fait, de Trump, dans un deuxième temps, avec un retour qui fait que Trump revient, mais de façon beaucoup plus, paradoxalement, beaucoup plus structurée qu'avant. Voilà. Il est beaucoup plus structuré, il a des équipes beaucoup plus... Davantage de soutien, et puis des soutiens qui ont beaucoup plus réfléchi à ce qu'ils voulaient obtenir de ce nouveau mandat de Trump. Puisque le premier mandat, il était quasiment inattendu. Ils n'avaient pas réussi à il avait été un peu improvisé, en plus avec des circonstances qui n'étaient pas toujours faciles. Donc ce deuxième, lui, vous arrivez avec beaucoup de gens qui ont soutenu Trump. Trump a eu beaucoup moins de financeurs que Kamala, notons-le. L'argent ne fait pas l'élection, c'est intéressant d'ailleurs à noter. Mais en revanche, les gens qui sont derrière Trump ont des agendas qui sont extrêmement clairs. Il y a des agendas plus conservateurs, l'agenda transhumanisme dont je veux parler, des agendas de libéralisation évidemment pro-business. D'ailleurs, c'est assez étonnant de voir la pétulance de la bourse aux États-Unis et du business avec l'arrivée d'Elon Trump. Et précisément de Donald Trump. Voilà. Vous voyez, voilà. Bon, précisément quand on analyse cette carte électorale et les raisons de ce succès de Donald Trump, on s'aperçoit bien qu'il est allé convaincre les élites américaines, les élites économiques. Comment l'expliquez-vous et quel rôle a pu jouer Elon Musk là-dedans ? C'est vrai que c'était à peu près le seul grand patron de la tech, Elon Musk, qui était républicain et pas démocrate. Intéressant d'ailleurs, il était à l'origine démocrate. Il a été éloigné des démocrates par différentes affaires, par différents problèmes qu'il a pu avoir, et puis évidemment par une vision autour des valeurs. Il y a plein d'interprétations des raisons de la victoire de Donald Trump. L'une, c'est économique, tout simplement. Voilà. L'inflation a été très mal gérée par l'administration Biden. Ça a été très mal vécu par toute une partie de l'Amérique et ça a aliéné une grande partie des soutiens. Ça, c'est la première, le premier niveau d'explication. Deuxième niveau d'explication, c'est un niveau qui serait beaucoup plus
philosophiques et des valeurs, pour le dire clairement, pour dire rapidement, une sorte d'anti-wokisme face à une administration Biden et puis des façons de communiquer qui se sont, comme on l'a beaucoup dit, vraiment à raison, adressées à des minorités et se sont avant tout intéressés à faire progresser le combat de minorités, ce qui a laissé l'Américain moyen très très loin de ses représentations dans la vie, y compris d'ailleurs des minorités qui étaient censées voter massivement démocrate et pas du tout. Et donc ces gens-là, en fait, ont estimé que Donald Trump représentait beaucoup plus ce qu'ils avaient envie de préserver. En tout cas, Kamala et tout ce qu'elle représentait était plutôt une forme d'épouvantail. Ça, ils ne s'en sont pas rendus compte. Très étonnant d'ailleurs, très intéressant de voir que la première élection de Trump avait été tout d'un coup l'éveil à l'idée, vous savez, de bulle cognitive. Tous les journalistes avaient dit, mais regardez, on n'a rien vu venir, on n'avait aucun copain qui votait pour quelqu'un d'autre que Clinton à l'époque, aucun. On connaissait personne qui votait pour Trump, et pourtant il a gagné, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Et ce qui est très marrant, c'est que 8 ans plus tard, on n'a toujours rien compris, c'est-à-dire qu'on a recommencé, on a replongé dans les bulles cognitives. Tout le monde était là, en particulier dans les médias, en particulier aux États-Unis, d'absolument pas voir ce qui était vraiment en train de se passer. Même s'il y a malgré tout, Olivier Babot, un mouvement de fond avec la victoire de Donald Trump et puis de ce duo qu'il forme avec Elon Musk, ce mouvement de fond, justement, cette émancipation, cette offensive des libertariens, on le voit notamment en Argentine avec Javier Milei, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je crois qu'il est trop tôt pour savoir si c'est un mouvement vraiment mondial, parce que le fait qu'on puisse en citer deux, en fait 2 seulement, hein. Il y a quelques d'autres exemples ici et là, mais montre que ça reste quand même l'exception dans un monde où d'abord les démocraties libérales ne sont pas tout à fait le régime n'est pas le régime qui a le vent en poupe malheureusement. On est plutôt dans des formes de démocrature ou des régimes plutôt forts, et puis où c'est pas tout à fait le libéralisme ce qui domine dans absolument tous les pays. En revanche, c'est vrai qu'on a une forme de retour peut-être anti-pseudo-progressiste, parce que les gens qui s'appellent eux-mêmes pseudo les progressistes, mais plutôt un retour des identités, peut-être un retour d'une forme de conservatisme qui, bizarrement, parce que c'est pas forcément le cas, se marie très bien avec un point de vue libéral. Mais libéral avec, on peut dire, certaines nuances. C'est un libéralisme qui parfois, bizarrement, est protectionniste. Regardez Trump, c'est pas du tout le libéralisme classique qui est extrêmement libre-échangiste. Hein. On a là, même dans le libéralisme économique, une forme d'incohérence d'ailleurs qui est un peu troublante. Un libéralo ordo, enfin au moins un ordo-libéralisme, mais disons un libéralisme conservateur. C'est le cas de Milei d'ailleurs en Argentine aussi. Est-ce que ce mouvement-là peut se transposer en France ? On voit en tout cas ces éléments que vous décrivez. C'est un discours que l'on entend de plus en plus en France. C'est évidemment la grande question qu'on se pose, hein, parce que non seulement ce qui va se passer aux États-Unis a un impact sur la France et puis sur l'Europe, mais aussi souvent les États-Unis sont une sorte de point avancé de ce qui peut se passer en France. Je suis persuadé que ça va avoir une forme de traduction en France, que c'est déjà en train d'avoir une traduction. De quelle manière ? Alors, Rassemblement national est déjà le premier parti, en fait, depuis très longtemps. Il y a déjà une forme de tripartisme avec un centre qui a du mal à trouver une identité. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que de plus en plus, on va avoir une forme de nouveau dualisme avec un centre toujours mou, pas une forme de swing state, mais qui va probablement avoir du mal à trouver une unité pour avoir une forme de représentation unique qui pourrait lui permettre, en réalité, comme ça avait été le cas avec Emmanuel Macron, de prendre le pouvoir. Donc je pense plutôt qu'on va pouvoir osciller vers des scénarios d'arriver au pouvoir de forme d'extrême, comme c'est le cas pour les républicains aux États-Unis, puisque c'est une forme des républicains assez extrême pour ce qu'étaient les républicains autrefois. Il faut le rappeler, il y a une extrémisation, d'ailleurs aussi des démocrates, du monde politique aux États-Unis. Et cette polarisation que j'avais décrit dans un essai que j'avais dû écrire il y a 4 ans maintenant sur le nouveau désordre numérique, je montrais que les technologies créent la polarisation économique, sociale et politique. En fait, c'est toujours ce qui est en train de se passer. Voilà, le monde continue à se polariser pour plein de raisons technologiques, mais pas seulement. Et donc moi, mon pari, c'est que c'est a priori ce qui va continuer à se passer, même si je ne vois pas vraiment d'équivalent de Donald Trump aux États-Unis aujourd'hui. Est-ce qu'Olivier Babot, en France, oui, bien sûr. Est-ce qu'Olivier Babot, ce mouvement, peut-il aller dans le sens d'une réforme de l'État dont on parle et que vous d'ailleurs appelez de vos voeux ?
je fais très attention à faire une différence entre ce que je souhaite et ce que je prévois, d'accord ? Donc, ce que je souhaite, c'est évidemment une réforme profonde de l'État. Ce que je prévois, c'est qu'elle n'arrivera pas. Voilà. Quoi qu'il en soit. Alors, non, elle n'arrivera pas avant une crise très grave. Voilà. C'est-à-dire que tout est tellement bloqué. Nous dépendons d'ailleurs tellement de l'État que dès qu'on essaye de réformer quelque chose, il y a toujours suffisamment de gens pour expliquer que ça va leur causer problème. Je crois qu'on n'arrivera pas à réformer avant d'être arrivé vraiment à un pied du mur budgétaire que prendrait la forme d'une incapacité, par exemple, à payer nos fonctionnaires, une sorte de d'une crise de la dette, de shutdown, voilà, qui, d'ailleurs, regardez, dans l'histoire, on ne sait vraiment réformer que dans des crises extrêmement graves, révolutionnaires. Encore une fois, je ne le souhaite pas, ça ne me réjouit pas, mais je constate que les blocages français sont tels que, sauf extraordinaire, je ne vois pas comment on arriverait, sans arriver à des moments douloureux, faire ces réformes en profondeur. Voilà. Vous pensez comme certains, comme par exemple François Asselin, le président de la CPME, qui dit c'est pas seulement une question comptable, la réforme de l'État, c'est aussi une question d'état d'esprit qu'il faut changer en profondeur. C'est votre point de vue ? Bien sûr. Alors on dit souvent c'est le logiciel, c'est une très bonne image, c'est le logiciel qu'il faut changer, le logiciel d'exploitation. C'est pas seulement changer un pourcentage là, faire travailler un peu plus, mettre un jour de carence, c'est bien, c'est un début, mais c'est une conception même de ce qu'est l'État, de ce qu'est le périmètre de l'État, de la façon dont on doit arrêter de confondre par exemple action publique et fonction publique, ce qui est un grand problème qu'on a en France. Essayer de l'alléger, c'est la première grande réponse. Et puis la deuxième, il ne faut jamais oublier que notre principal problème, c'est le fait que nous n'arrivons plus à soutenir notre régime de protection sociale pour la maladie et pour la retraite en très grande partie. Voilà. Et donc, ça veut dire que là encore, c'est un changement très profond dans notre rapport au travail, parce qu'il faut augmenter notamment notre taux d'emploi. Merci, et ça, c'est très compliqué. Merci beaucoup, Olivier Babot. Je rappelle votre dernier livre, La tyrannie du divertissement. Vous étiez venu nous en parler dans Point de vue d'ailleurs. Oui. Et puis surtout sur ce thème que nous venons d'évoquer, votre précédent ouvrage, 2017, L'horreur politique, l'État contre la société. Et vous reveniez précisément sur tous ces enjeux, cette réforme de l'État donc, que vous appelez de vos voeux.